Et on passe la parole à notre ami Shiraz, qui va nous parler de l'intérêt des progestatifs dans les avortements spontanés à répétition ou dans les pertes de grossesse à répétition. En 5 minutes. Yalla, Shiraz. En 5 minutes, je vais essayer d'être très succincte vu les impératifs d'organisation. Alors, Je vais conclure. Donc, Aïch, merci. Donc, pour la place des progestatifs, quand même, c'est une grande place dans notre pratique quotidienne au niveau de ces menaces d'avortement, au niveau de ces avortements, surtout récurrents. Donc, cette progestérone, qui est une hormone clé du début de la grossesse, c'est l'hormone phare. Et d'ailleurs, la grossesse, la gestation, c'est la progestérone donc, qui lui a donné son nom. Donc, un taux bas est souvent corrélé à une menace d'avortement ou à un arrêt de grossesse. Et plusieurs voies d'administration ont été utilisées. Et dans cette présentation, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose de nouveau et d'apporter les nouveautés donc, en matière de voies d'administration. La voie orale, quand même, est une alternative séduisante qui est apparue donc ces derniers temps en tant que voie d'administration. Et l'innocuité de ces molécules est actuellement bien établie. Donc, on va parler un petit peu du rôle de l'endomètre, mais succinctement, des menaces de fausse couche, des recommandations, donc ce qu'il y a, et puis dans les pertes de grossesse récurrentes. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un traitement progestatif va nous aider donc à améliorer les chances de ces patientes pour mener donc à bien et à terme leur grossesse. Alors le rôle de l'endomètre, il faut voir qu'il y a cette fenêtre d'implantation donc qui est très très importante et qui est très très à la mode actuellement avec la PMA pour pouvoir donc détecter le moment où l'implantation elle a plus de chances donc d'avoir lieu. Alors dans les études, cette fenêtre d'implantation, elle se situe donc entre le 19e et le 23e jour donc du cycle. Et justement, les données sur les cycles de reproduction assistée et d'assistance médicale à la procréation donc nous ont indiqué que l'endomètre joue un rôle très très important et surtout donc à cette période qui est en fait la période sécrétoire, là où la progestérone elle est donc bien sécrétée. Et puis il y a justement cette fenêtre d'implantation qui est transitoire, qui dure 5 jours. En deçà de cette période, il n'y a pas d'implantation et au-delà de cette période, il n'y a pas d'implantation. Et là, il faut que l'endomètre soit vraiment donc en condition optimale donc pour pouvoir avoir une nidation. Alors, cet endomètre, justement, il doit y avoir un équilibre entre la réceptivité et la sélectivité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop réceptif, donc au risque d'avoir des embryons de mauvaise qualité et donc une perte de grossesse, et il ne doit pas également être très très sélectif et donc refuser tout le monde, et donc on aura un retard ou un échec d'implantation. Donc dans la vie, il faut être toujours modéré, il faut être donc ni trop cool, ni trop sévère. Alors, on va tous les avortements. Alors, justement, il y a des soucis d'appellation. Entre avortement, dire avortement, ça devient quand même très agressif, on va dire. Et donc, on a abandonné, fausse couche, on a abandonné. Dire à répétition, récurrent, donc ça, c'est des appellations. Et puis, c'est surtout donc les guidelines et donc des critères qui sont retenus. Donc, tous les avortements ou toutes les pertes de grossesse, souvent, commencent par une menace. Une menace, c'est-à-dire une situation donc, où on peut perdre cette grossesse. Et là, on doit instaurer un traitement donc, pour essayer donc, d'éviter justement cette perte. Alors, il faut savoir que toute grossesse confondue, on a uniquement 30% de grossesse normalement, donc ils vont aboutir à une naissance vivante. C'est-à-dire qu'il y a les échecs d'implantation, il y a les grossesses dites biochimiques, c'est-à-dire on a juste des petits taux donc, de bêta-HCG dans le sang sans qu'on ait vraiment une grossesse clinique. Les fausses couches proprement dites, donc qui sont incriminées dans 10%, et c'est des fausses couches cliniques, c'est-à-dire il y a une grossesse au niveau de l'utérus, et puis il y a un arrêt de cette grossesse. Pour aboutir justement à ces naissances vivantes, comme je vous ai dit, il y a 70% de grossesses qui s'arrêtent
en cours de route. Alors, justement, cette menace, souvent, commence par des signes annonciateurs cliniques, les saignements vaginaux, sans dilatation cervicale, parce que s'il y a une dilatation vaginale, donc c'est un avortement qui est en cours. En général, avant 24 semaines, 20 semaines, quoi qu'il en soit, c'est avant 20 semaines, c'est sûr que on peut agir. Alors, il y a les crampes, les douleurs pelviennes, et puis, bien sûr, on va s'aider de l'échographie. Et puis, c'est, comme je vous ai dit, c'est la seule situation justiciable d'un traitement médical de sauvetage donc, de cette grossesse. Alors, le repos. Le repos, on en a parlé au début donc, de session. Quand même, le repos, il reste une recommandation qu'on ne peut pas occulter. Et donc, l'intervention, elle est souvent indiquée, même s'il n'y a pas de preuve que ce repos soit vraiment bénéfique, mais le bon sens veut qu'il ne faut pas être très très actif et il faut être on rejoint la modération. Donc, ce repos, justement, on a parlé du repos strict, du repos prolongé, eh ben, il a été démontré qu'il peut entraîner des complications essentiellement thromboemboliques et vous savez que la grossesse, déjà, est une situation donc à haut risque thromboembolique. Donc, les repos stricts, très prolongés dans le temps, donc n'ont pas d'indication. Il n'y a pas de différence par rapport au placebo dans cette étude randomisée qui a été menée en 2005. L'HCG, quand même, c'est une molécule un petit peu ancienne. Il y a des gens, il y a des habitudes de prescription. En fait, l'HCG, elle est prescrite en tant que précurseur dans le maintien du corps jeune et c'est lui donc, qui va secondairement sécréter les progestatifs. Les relaxants utérins, les antispasmodiques, ça, c'est des traitements quand même qu'on donne, même s'il n'y a pas de preuves probantes, mais comme je vous ai dit, le bon sens fait que le muscle utérin, il est au repos et donc on aura quand même plus de chances donc, de mener à bien cette grossesse. Ils sont autorisés chez la femme enceinte, ils sont plus ou moins anodins. Et donc, on continue à les prescrire. Pour arriver justement à l'apport des progestatifs, et dans ce document, enfin dans ce papier, donc, qui est apparu au BMJ, et il a été démontré que dans la cohorte, justement, ici, c'est deux cohortes de femmes. Les jeunes sont les femmes normales, et puis les rouges sont les femmes qui ont une menace d'avortement. Et là, on a corrélé les taux sériques de progestérone dans ces deux groupes. Et on a démontré donc que ces femmes qui avaient des risques et qui avaient des menaces d'avortement, des avortements à répétition, c'était des femmes qui avaient des taux sériques quand même de progestérone qui sont nettement diminués par rapport donc aux grossesses normales. Et donc, cela suggère et donne presque une preuve que la carence en progestatif quand même est un facteur de risque donc de perte de grossesse. Alors ici donc justement ce tableau il va résumer justement cette étude pour voir que ici alors les taux de progestérone vous voyez ici entre ces deux groupes quand même le P il est très très important statistiquement il est inférieur à 0,001 entre les taux chez les femmes avec une grossesse normale et les menaces de fausse couche. Alors, ce qu'il y a de nouveau actuellement, c'est la voie orale. Alors, il faut savoir que la progestérone, la dihydrogestérone, ce sont des cousines et justement, elles ont la même étiologie qui est une plante naturelle, mais il y a des procédés donc, de stabilisation, si on va dire, qui est soit la micronisation pour la progestérone micronisée qu'on utilise actuellement par voie vaginale, par voie rectale, et la dihydrogestérone, donc qui est traitée par les ultraviolets, et il y a justement cette modification dans l'espace avec cette courbure qui lui donne justement une adhésion supplémentaire et donc une efficacité qui donc, peut être 5 à 6 fois donc, plus importante donc, que la progestérone micronisée ou surtout la progestérone naturelle. Donc,
ici, pour voir justement ces progestatifs, la dédrogestérone spécifiquement, donc par rapport à la progestérone, il faut savoir que il y a très peu donc d'effets antigonadotropes et qu'il y a très peu d'effets androgéniques et d'effets glucocorticoïdes donc par rapport à la progestérone. Et d'ailleurs, c'est la progestérone donc, qui est utilisée en contraception pour son blocage d'ovulation, pour donc ces autres effets par rapport à cette dihydrogestérone. Donc, les recommandations. Il y a donc le club donc, européen, donc les guidelines du groupe européen donc, de progestatif, qui donc stipule, et ça c'était en 2015, que chez les femmes qui présentent un diagnostic clinique de fausse couche ou de menace de fausse couche surtout, il y a une réduction de ce taux avec l'utilisation des progestatifs. Et la recommandation, elle est basée ici sur un consensus d'experts. Ici, il y a 4 essais cliniques quand même. Depuis 2016, il y a eu quand même des méta-analyses donc, qui ont été menées. Il y a 4 méta-analyses avec donc, un ensemble de données et un ensemble d'études donc, qui progressent. La dernière en date, donc ici, elle est en 2020. C'est la méta-analyse de Lee. Et justement, il y a un net avantage à donner la progestérone par rapport au placebo ou par rapport à une abstention, rien du tout. Et il y a quand même également un bon bonus donc pour la progestérone par voie orale. Alors, pour les pertes de grossesse à répétition, alors, comme on a dit, c'est des problèmes d'appellation, c'est les guidelines. Avant, bon, on parlait de 3 fausses couches qui sont répétées ininterrompues. Et au-delà de 35 ans, on retient 2 parce qu'on est quand même bousculé par le temps. Bien sûr, les 2 recommandations de l'ECHRE et de la SRM le retiennent 2 consécutives, donc pour ces pertes fétales à répétition. Alors, il y a plusieurs étiologies à ces pertes fétales. On a fait justement au cours de cette session, donc le listing pratiquement, il restait que les génétiques. Donc, on a fait le listing de ces pertes fétales à répétition. Et dans ces pertes fétales à répétition, les progestatifs ont une place très très importante parce qu'il y a une modulation de la production de cytokines au niveau de l'endomètre et donc une meilleure nidation et un meilleur pronostic, et également donc un silence utérin donc, qui donne donc, des conditions optimales, donc, si on veut dire, pour cette grossesse. Cet essai en double aveugle, donc, il a été mené en 2014. Et puis, donc, il a démontré ces dihydrogestérone contre placebo qu'il y a quand même une nette amélioration donc, par rapport au placebo au niveau de ces pertes de grossesse en donnant donc, la dihydrogestérone par voie orale. Alors, ici, donc, cette méta-analyse des progestatifs pour prévenir les pertes de grossesse récurrentes et la supplémentation, elle est indispensable. Alors ici, il y a tout le panel donc, de toutes les voies d'administration des progestatifs. Toutes ont démontré un apport donc, particulier par rapport au placebo ou par rapport à l'abstention. Alors, justement, ces 2 études donc, qui en 2005 et en 2014, donc, qui ont testé la voie orale et qui ont démontré quand même qu'il y a un bénéfice certain. Donc, c'est une voie donc, qu'on doit investiguer et qu'on doit utiliser. Alors, les recommandations donc, de l'ECHRE dans les pertes fétales récurrentes, c'est que la dihydrogestérone orale chez ces femmes qui présentent une perte de grossesse récurrente dans la réduction du risque, donc, va donner une réduction donc, du risque de fausse couche par rapport au placebo. Et ça, c'est une recommandation donc, de 2017. Alors, ici, un mot, bien sûr, pour cette molécule quant à l'innocuité fétale. Donc, c'est une vieille molécule quand même qu'on a utilisée tout le temps. Et donc, l'expérience donc, a montré que
au niveau des grossesses exposées, on a plus de résultats bénéfiques et qu'il n'y a pas donc d'association avec les malformations congénitales. Et là, je relate donc les données du CRAT, qui est le Centre de référence des agents tératogènes et qui est français, et donc qui donne donc l'état donc des connaissances avec les données publiées chez les femmes enceintes qui sont exposées à la dihydrogestérone au premier trimestre de la grossesse et dont les résultats sont rassurants. Donc pour conclure, la diminution du taux de progestérone endogène, il est étroitement associé à un risque de fausse couche et un risque donc d'avortement à répétition également. La dihydrogestérone orale a des bénéfices chez les patientes qui présentent une menace de fausse couche. Elle peut réduire le risque donc d'avortement chez les femmes ayant également une perte de grossesse récurrente et inexpliquée, et que la dihydrogestérone, en tant que élément nouveau donc dans l'arsenal thérapeutique, a un profil de sécurité maternelle et néonatale qui est assez bien établi actuellement. Et je vous remercie.